c'est que chaque Français puisse manger à sa faim. L'inflation s'est enflammée. C'est sous perfusion, on n'a pas voulu voir la réalité. C'est une volonté des gouvernements de faire baisser la valeur de la monnaie parce que sans ça, les gouvernements ne pourront pas rembourser leurs dettes. On voit ça sans arrêt, la fin des grands cycles, la fin des grands empires. Toujours la tentation à la fin, c'est créer de la monnaie. Bien, ça nous amène à une folie monétaire. C'est quelque chose qui est en train de fausser l'économie mondiale. It will come. It will come. In due course. Ça y est, nous y voilà au crépuscule de ce long cycle économique. Les crises et leurs boucs émissaires se succèdent, mais le voile qui se lève nous révèle un monde fragile et désorienté. Impassible, Bitcoin poursuit sa fulgurante ascension, reprend son souffle, repart de plus belle, imposant jour après jour le langage d'une ère nouvelle. Je m'appelle Jacques-Édouard, bienvenue sur BTC Touchpoint. Chaque semaine, au travers de lectures et de conversations, je vous mets le pied à l'étrier. Je partage avec vous les savoirs fondamentaux pour comprendre Bitcoin. Salut, troisième volet de la série Saylor. Michael Saylor poursuit son récit analyse des forces à l'œuvre dans l'évolution technologique des civilisations, toujours aussi bluffant, rien à dire. L'épisode est un peu plus long que d'habitude, donc j'abrège cette intro pour laisser Robert Breedlove nous présenter le contenu de l'épisode tout en faisant le lien avec le précédent. On y va. Robert. Salut à tous, bienvenue à l'épisode 3 de la série Saylor du What is Money Show. Jusqu'à présent, on a couvert avec Michael Saylor tout ce processus d'ascension de l'homme dans l'histoire, depuis l'âge de pierre jusqu'à l'âge du fer, en passant par l'âge sombre. Et on a pu voir comment un simple faux pas peut faire régresser l'humanité de 1000 ans pour enfin réémerger dans l'âge de l'acier et de l'industrie. Aujourd'hui, nous poursuivons cette épopée dans le futur, attentifs aux avancées de l'humanité, aussi bien en termes de morale que des outils dont elle se dote pour mener son existence. À nouveau, Michael va nous amener à mesurer à quel point la sélection naturelle pousse l'humanité à devenir plus intelligente, plus rapide, plus forte. On pourra constater qu'au fil du temps, les attributs défensifs des technologies tendent à prendre le dessus sur les attributs offensifs, ce qui nous rapproche évidemment de Bitcoin, la technologie monétaire défensive par excellence. La progression remarquable de l'humanité est intimement liée à notre capacité à exploiter et canaliser l'énergie de notre intellect. C'est ce qui nous distingue de tout autre animal. Nous pouvons former des concepts et des idées abstraites, puis les mettre en œuvre et les dynamiser en exploitant l'énergie du monde naturel. Ainsi, sur un plan géopolitique, la puissance navale est la force qui permet de gouverner le monde. Celui qui domine les océans domine le monde. Et dans cette ère numérique dans laquelle l'humanité s'engage, l'espace numérique fait figure de nouvelle haute mer. C'est un autre thème que nous allons aborder aujourd'hui. Nous nous pencherons à nouveau sur ce thème cher à Michael Saylor, l'histoire des révolutions scientifiques, ce qui nous donnera l'occasion de revenir sur les courbes en S de diffusion des technologies, à savoir la lente pénétration dans un premier temps d'une nouvelle idée dans la société, l'accélération de son adoption à partir d'un point d'inflexion, et enfin l'atteinte d'un niveau de pénétration totale du marché où l'idée se stabilise. Un phénomène important à comprendre aussi bien dans le contexte de toutes les innovations récentes, notamment l'Internet, que dans la perspective de la courbe d'adoption du Bitcoin. Enfin, nous discuterons de la guerre comme véritable accélérateur de l'innovation capable de nous propulser sur ces courbes d'adoption en S pour nous doter de technologies qui sembleraient totalement miraculeuses pour l'homme primitif. Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. Voilà, on continue à établir la vaste fondation qui nous permettra d'entrer dans la modernité. On y est presque d'ailleurs. C'est parti. Ça y est, je m'en souviens du nom de ces banquiers juifs, les Warburgs. Robert, si vous voulez comprendre pourquoi il est si important de détenir des capitaux mobiles, lisez donc l'histoire des Warburg. Étudiez ce que leur famille a vécu et ce que toutes les familles juives ont enduré dans les années 30 en Allemagne. Découvrez comment les banquiers ont dû s'y prendre pour déplacer les capitaux hors du pays et vous aurez alors une compréhension assez bouleversante de la nécessité absolue de disposer d'un capital sûr dont vous gardez le contrôle. Bon, au regard de tout ce qu'on a pu décrire,
on peut discerner un certain nombre de thématiques générales sur la technologie dans l'histoire. Le thème général est le suivant. Les êtres humains sont engagés dans une marche vers toujours plus de force, plus d'intelligence, plus de rapidité et plus de puissance. Tous ceux qui ont réussi, chaque empire, chaque individu, chaque entreprise, ont tous trouvé un moyen d'être plus fort, plus intelligent, plus rapide. George R.R. Martin a écrit un tas de livres. Alors, il est surtout connu pour Game of Thrones, mais il a aussi écrit un tas de livres sur les super-héros qu'il appelait les Jokers. Il s'agit d'une bande de super-héros ou de super-individus qui ont subi des mutations génétiques à partir d'un virus. L'univers est peuplé de gens normaux, de plaisantins, des gens qui ont été hideusement déformés par ce virus, et d'as, des gens qui ont reçu des super-pouvoirs. Il adopte une perspective très moderne et commence à analyser leurs super-pouvoirs. Un type découvre qu'il peut émettre des rayons laser à partir de ses mains. Une autre femme réalise qu'elle peut devenir invisible. Et un type se rend compte qu'il peut s'amincir à souhait. Ces super-héros sont nombreux, mais au bout d'un moment, on comprend vite que les plus puissants sont ceux dotés de super-pouvoirs défensifs. Les attributs défensifs surclassent tous les attributs offensifs dans une bataille. Par exemple, le type qui est indestructible et qui ne dispose d'aucun autre super-pouvoir peut prendre une mitrailleuse et tuer tout le monde. Tu peux lui tirer dessus 1 million de fois, il est indestructible. Par contre, le gars dont les rayons laser jaillissent de ses mains, il est aussi mortel que toi et moi. Si tu le frappes avec une pierre, il s'écroule, raide mort. Dans les combats où s'affrontent tous ces super-héros, ceux qui sont impossibles à tuer finissent toujours par gagner. Ceux qui disposent de super trucs à la cool, des super pouvoirs sexy, etc. ne servent à rien. Parce que le gars qui n'a rien de tout ça prend juste un bazooka et il les défonce. Ou alors il se dit je suis indestructible, donc je vais faire péter une bombe atomique dans la ville et tuer tout le monde, sauf moi vu que je suis indestructible. Assez facile donc de gagner la guerre lorsqu'on est indestructible. Et cela nous conduit à tirer des conclusions sur l'histoire et sur les vainqueurs de l'histoire. L'incassable est meilleur, l'antifragile meilleur encore. Ainsi, le bon super-héros est celui que l'on frappe et que l'on ne peut pas blesser. Mais les super-héros les plus impressionnants sont ceux que tu vises de ton rayon laser et qui te les renvoient en pleine face. Tu lis dans leur esprit, ils absorbent ta lecture de l'esprit et ils peuvent lire dans ton esprit. Et tu voles à la vitesse du son et les voilà maintenant capables de voler à la vitesse du son. Quel est ce personnage ? Robert, je crois que c'est Rogue dans X-Men. Michael, ouais, peut-être bien Rogue ou Sylar dans Heroes. C'est celui qui aborde ton pouvoir et te le renvoie. Très vite, il se dit « Je suis indestructible et j'ai tous les autres pouvoirs et tu ferais mieux de t'écarter de mon chemin. » Et ça, c'est antifragile, non ? Je cherche la bagarre, je cherche les autres parce que je vais absorber leurs trucs. On retrouve ce thème dans l'histoire. Les gouvernements, les empires, les organisations qui connaissent un succès retentissant, ils se battent continuellement, ils absorbent continuellement. Les Romains ont absorbé la marine des Carthaginois en 90 jours. C'est plus facile à dire qu'à faire. C'est pas comme si un politicien romain avait dit « Ce sont des navires carthaginois, ils sont inférieurs aux nôtres. Inventons nos propres navires. » Pas fiers au point de ne pas copier, pas fiers au point de ne pas absorber. Ce type de principe peut expliquer le succès des États-Unis dans les guerres du siècle dernier ou plus. Pourquoi avons-nous gagné la Première et la Seconde Guerre mondiale ? Pourquoi l'Amérique est-elle l'Amérique ? Il y a 2 récits. En fait, il y a des millions de récits. L'un d'entre eux est le suivant. Nous sommes plus patriotiques, nous sommes plus justes et nous sommes meilleurs. L'autre, les Européens se battaient en Europe et nous nous battions en Europe. Donc nous nous battions, ils étaient mous. Lorsque vous larguez des bombes en pleine banlieue allemande, vous attaquez le ventre mou des citoyens allemands ou le ventre mou des citoyens français ou la bataille d'Angleterre. Il s'agit de la population citoyenne ravagée par une guerre. Cela a détruit leurs économies, n'est-ce pas ? Détruit leur culture. Idem en Russie, en Italie, c'est arrivé en Chine. Et les Chinois ont mené une guerre sur leur territoire. Les Japonais ont mené un bout de guerre sur leur propre sol avec les ogives atomiques. Mais de leur côté, les États-Unis n'ont mené aucune guerre sur leur propre territoire depuis 1865. D'accord ? Alors, qu'est-ce qui est dur ? Reprenons l'idée du missile.
Si vous pouvez envoyer un missile à 5000 km et que votre ennemi ne peut vous renvoyer un missile qu'à 500 km, c'est assez simple. J'ai un fusil, t'as un pistolet. Je me tiens à une distance de 300 mètres, ton pistolet ne peut tirer qu'à 60 mètres, je tire 100 fois, une balle finit par atteindre sa cible. T'es un tireur parfait? Ça n'a aucune importance. Des bras plus longs. Donc, cette idée, êtes-vous incassable? Ou revenons-en au terrain. Quel est le terrain? La géographie détermine beaucoup de choses. Prenez un yacht moderne construit en 2020 avec tous les équipements modernes à bord. Essayez maintenant de le faire naviguer jusqu'en Afghanistan. Vous n'y arriverez probablement pas. Quelque chose va probablement se casser. Naviguez donc jusqu'à Rome sans faire escale dans un port en cours de route. Vous n'y parviendrez sans doute pas. Robert, personne n'y arrive, ils font tous escale et s'abritent quelque part. C'est vraiment difficile de déplacer des choses sur l'océan sur des milliers de kilomètres. C'est vraiment dur. Maintenant, pourquoi ne pas envoyer une armada de 1000 vaisseaux naviguer sur 5000 km pour envahir l'Amérique? Les Allemands ne sont pas parvenus à traverser les 20 km de la Manche à hauteur de Douvres. Idem pour les Japonais qui n'ont pas pu atteindre la Chine pendant le kamikaze. Pourtant, c'est pas très loin. Mais c'est vraiment difficile. Le seul à avoir réussi cet exploit, c'est Guillaume le Conquérant. En 1066, personne d'autre n'a pu franchir ces 20 km. C'est votre douve hydraulique. Vraiment difficile. Ça explique la culture du Royaume-Uni, ça explique la culture des États-Unis, ça explique beaucoup d'autres cultures, ça explique l'équilibre des pouvoirs à mon avis. C'est comme ça. Voici quelqu'un que vous ne pourriez pas tuer et qui, lui, est en position de le faire. Comme si j'avais la possibilité de combattre sur votre terrain, mais que vous ne pourriez jamais avoir cette opportunité. Voilà pourquoi la sécurité est si capitale pour le réseau Bitcoin. Ce qui compte avant tout, c'est qu'il ne se brise pas. Si je suis indestructible, je n'ai pas besoin d'être le plus rapide, le plus brillant ou quoi que ce soit d'autre. Je dois juste être indestructible. L'homme indestructible s'achète une mitrailleuse et devient le super-héros le plus puissant de la pièce, n'est-ce pas? La blockchain indestructible s'achète une application numérique ou un autre réseau cryptographique, une application off-chain ou Lightning ou Binance ou Coinbase ou Square Cash ou autre, et tout est réglé. C'est le réseau le plus puissant de la pièce. Parce que ce qui l'a fait gagner, c'est son indestructibilité, son immortalité. Pas le fait qu'il puisse tirer des rayons laser de ses doigts, ou qu'il soit beau, ou qu'il puisse voler avec ses jolies ailes, ou qu'il soit invisible. Tous ces autres trucs-là, confidentialité, transaction, tous ces trucs sont des caractéristiques intéressantes, mais finalement assez négligeables face à l'immortalité. Être indestructible ici et maintenant, un pouvoir de super-héros très utile. Être indestructible et ne jamais vieillir, un super-pouvoir doublement utile. Pour ce qui est du reste, si tu es un protocole logiciel ouvert, quelqu'un va coder une extension à ton protocole et t'équiper de tous les autres pouvoirs cool dont on peut rêver. Je peux trouver un moyen de développer tous les autres super-pouvoirs par des moyens détournés, ce qui me rend antifragile et fait de moi un super-héros terrible, inarrêtable. Robert, excellente analogie. Ça me rappelle ce dicton. Si un jour quelqu'un te fait du mal, cherche pas à te venger. Assieds-toi au bord de la rivière et bientôt tu verras son cadavre passer. Bitcoin est immuable et caractérisé par une rareté absolue. 21 millions, solide comme le roc. La première propriété essentielle de l'argent. J'adore aussi cette analogie. Si quelqu'un te demande le bénéfice par action de ton entreprise, il ne s'intéresse qu'à la table de capitalisation entièrement diluée, n'est-ce pas? À quoi bon savoir si vous détenez 18 actions? Dites-moi juste le nombre de titres dilués. Et c'est ce que représente Bitcoin, n'est-ce pas? C'est comme si vous saviez que c'est pas grave s'il y a 3 millions qui ont été perdus ou si 18 millions et demi ont été extraits jusqu'à présent et qu'il n'en reste que 3 et demi. Tout ce qui compte vraiment, c'est ce chiffre entièrement dilué de 21 millions. Et que la rareté ne puisse pas être compromise. Et qu'il y ait en plus suffisamment d'antifragilité pour absorber d'autres caractéristiques éprouvées par le marché. C'est tout ce qui importe en matière de monnaie. Michael, le taux de minage, c'est un effet secondaire particulier qui se produit au cours des premières années de l'évolution de Bitcoin, mais dont l'importance décroît exponentiellement. Un facteur secondaire. Le facteur de premier ordre, c'est
La dureté est-elle infiniment dure ? Et puis ensuite viennent l'adoption, l'utilité et l'inflation dans le cadre de référence Fiat au sein duquel il opère. Faut que je fasse maintenant quelques remarques supplémentaires sur la technologie et l'histoire de l'humanité. Les humains ont triomphé tout au long de l'histoire en canalisant l'énergie. On peut tout résumer dans cette question. Comment a-t-on canalisé l'énergie ? Considérons la puissance de la marine. La marine britannique régnait sur la mer. Les Phéniciens, les Vénitiens, les Grecs, les Romains. Aujourd'hui, les Américains contrôlent les mers grâce à leurs porte-avions et à leur puissance navale. Et la puissance navale, c'est tout simplement la mise en œuvre d'une force écrasante, plus rapide et plus puissante que n'importe quelle autre force sur Terre. Je stationne un porte-avions n'importe où, et c'est la mort qui pleut d'en haut. Nous avons donc vu que tous les empires s'appuient sur une puissance navale. Et avec le temps, on a inventé les avions. Et la puissance aérienne s'est imposée. Et la puissance aérienne, c'est encore une fois la mort par le haut. L'idée la plus puissante de la marine, ce sont ces avions qui prennent leur envol à partir d'un porte-avions. On a d'abord eu le cuirassé qui se pointait dans votre port et faisait tout sauter, et puis on est passé à la puissance aérienne. Et si je peux vous survoler, on l'a bien vu au Kosovo, impossible pour un État-nation moderne de fonctionner sans le contrôle de son propre espace aérien. On l'a vu lors de la Première et de la Seconde Guerre du Golfe. Les États-Unis, et en particulier l'armée de l'air américaine, peuvent pratiquement bombarder n'importe quel pays et les ramener à l'âge de pierre en l'espace d'une semaine. Dès lors que vous avez perdu votre suprématie aérienne, une fois perdu le contrôle de votre espace aérien, vous n'avez plus aucun espoir. Vous pouvez détruire tous les ports, tous les réacteurs électriques, tous les générateurs, tous les bâtiments importants, ils sont tous morts. La mort vient d'en haut. Il n'y a rien que vous puissiez faire. Vous vous trouvez au fond du puits de gravité. Et avec la technologie dont on dispose aujourd'hui, quelqu'un peut s'asseoir à 10 000 mètres d'altitude. Impossible d'abattre un avion qui se déplace à grande vitesse à une telle altitude. Faut lutter contre le puits de gravité pour y arriver. Le travail en sens inverse, c'est une question d'énergie, non ? Je passe donc d'un état de basse énergie, je suis au sol et je déplace des ennemis, à un état de plus haute énergie. J'ai un bateau et je déplace des masses lourdes, et à un état de plus haute énergie encore. Je vous survole et je vous largue des munitions. Ensuite, on est passé à l'énergie nucléaire. On l'exploite et ça met fin à la Seconde Guerre mondiale de manière assez rapide et définitive. Après, on est passé à l'énergie des satellites. En remontant davantage encore dans ce puits de gravité, et cela se concrétise par le développement du GPS principalement. Considérez un peu l'impact d'un satellite de positionnement global. Ça permet de larguer n'importe où sur Terre une bombe guidée par laser ou un drone et de le guider vers n'importe quel objectif, de jour comme de nuit. Le contrôle des satellites GPS participe de façon importante à la suprématie américaine. Et si vous les perdez, les satellites, vous avez un gros problème. The Moon is a Harsh Mistress de Robert Heinlein est l'un de mes bouquins préférés. Il y est question d'une bande de loonies, en fait plus ou moins des libertariens, qui vivent sur la Lune et qui croient maîtriser leur destin en suivant leur propre voie, et dont la devise est « There ain't no such thing as a free lunch ». Il n'y a pas de repas gratuit, ce qui donne en abrégé « Tanstaffel ». Et Heinlein introduit donc cette idée. Une idée qui pousse à l'extrême. Par exemple, sur la Lune, l'air n'est même pas gratuit, il faut payer pour tout. Vous payez pour l'eau, vous payez pour la nourriture, vous payez pour l'air. Tout le monde s'en sort par ses propres moyens. Personne n'espère être renfloué, personne ne s'attend au renflouement. Et ils sont pas fans de l'autorité, ils ne supportent pas qu'on les commande, qu'on leur dicte leur conduite. Et donc, l'intrigue de ce roman s'articule autour de leur oppression par les terriens qui les font trimer comme des esclaves et qui prélèvent 90% de leur productivité économique. Tout cela repart sur Terre et les voilà privés de leur avenir, peu à peu asphyxiés et affamés. C'est juste onéreux, une taxation sans représentation, vachement onéreux. Alors, les loonies décident de se défendre à l'aide d'un ordinateur doté d'intelligence artificielle. Le premier dont je me souvienne. Son nom est Mike, d'ailleurs. Et leur technique, elle consiste à réaliser qu'ils ont besoin d'une catapulte et de balancer des rochers dans le puits de gravité.
Ils prennent un gros rocher qu'ils placent dans leur catapulte et peu de force leur suffit pour le projeter de la Lune parce qu'ils ont un faible niveau de gravité. Ils lancent le rocher à partir d'un 1/8 de G ou un truc du genre en visant la Terre. Le rocher s'installe sur sa trajectoire et bien sûr commence à prendre de la vitesse. Et au moment de son impact, c'est comme une ogive atomique. Donc ils se mettent à les balancer comme ça au hasard jusqu'à ce que l'empire de la Fédération qui les opprime se dit que c'est bon, ça suffit. Et la leçon, clairement, est la suivante. Ce sont des humains qui canalisent de l'énergie, mais ils canalisent ici de l'énergie gravitationnelle. Beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup plus d'énergie que celle que nous possédons. Tout au long de l'histoire de l'humanité, depuis 1 million d'années jusqu'à aujourd'hui, des personnes intelligentes ont cherché à comprendre d'où provenait l'énergie, comment la canaliser dans un réseau afin de réaliser quelque chose de plus difficile, de plus intelligent, de plus rapide, de plus fort. Robert, absolument fascinant. On en revient au terrain de la bataille. Ils sont sur la Lune, le terrain le plus élevé. Avez-vous lu le livre The Sovereign Individual ? Michael, je ne sais pas si je l'ai lu en entier, mais j'en ai entendu parler. Robert, il a été écrit à la fin des années 90 et s'est révélé remarquablement prémonitoire à pas mal de niveaux. Ils ont prédit la montée de ce qu'ils appelaient le narrowcasting, qui désignerait les médias sociaux aujourd'hui, par opposition au broadcasting. Ils ont prédit l'apparition d'une monnaie numérique anonyme qui perturberait l'État-nation, qui ressemble en tout point au Bitcoin. Ils ont également prédit la numérisation des titres, c'est-à-dire l'apparition d'autres droits de propriété qui ne relèveraient plus d'une fonction gouvernementale, qui seraient fournis par des logiciels. L'un des points intéressants de cette thèse est qu'elle compare l'espace numérique à la haute mer, l'océan. En gros, ils disent la raison pour laquelle celui qui contrôle la haute mer contrôle le monde est que c'est l'environnement où il y a le moins de friction. On peut déplacer des choses avec le moins d'énergie possible sur les mers une fois qu'on les a conquises. De sorte que d'une certaine manière, celui qui contrôle ce domaine contrôle le monde. Et vu que la haute mer est cet environnement sans friction, il est très difficile de projeter sa domination. Il n'y a donc pas vraiment de loi qui s'y exerce. On a des eaux internationales partout dans le monde. Et donc il dresse ce parallèle entre cet environnement et l'espace numérique, un autre espace sans friction, sur lequel il sera également très difficile d'exercer une domination. Celui qui parviendra à y imposer sa suprématie dominera le XXIe siècle. Cet espace sera libre de réglementation, au moins en grande partie. Les auteurs du Sovereign Individual partent de cela pour défendre l'idée selon laquelle la monnaie numérique permettra aux individus d'échapper aux régimes oppressifs. Une fois que vous avez déplacé votre capital dans l'espace numérique, vous n'êtes plus sous la coupe du gouvernement ou du monopole oppresseur local. Je trouve ça intéressant de constater qu'on en revient toujours à cette question du terrain, non ? Michael, ouais, pleinement d'accord avec vous sur ce point. Le domaine numérique a réduit toutes les contraintes géographiques du terrain. Il est évident que l'information circule à travers les frontières et que même lorsque les gens essayent de l'arrêter, ils se retrouvent défaits par les VPN, vaincus par la navigation anonyme, entre autres techniques. Et on voit que l'information, dans tous ces endroits où elle est illégale, elle s'échappe. Tout comme là où il est illégal de déplacer des capitaux, il y a des fuites. Là où il est illégal de faire circuler des informations, il y a des fuites. Partout où la sédition des uns est le rapport factuel ou la vérité des autres. Tout dépend de qui contrôle le gouvernement. C'est un sujet que j'ai abordé dans mon livre The Mobile Wave. Ça vous intéressera sans doute d'ailleurs d'apprendre qu'en 1998, je crois, on a créé un produit qu'on a appelé Narrowcaster. Robert, ah ouais, vraiment, je savais pas du tout. Michael, ouais, et on a gagné beaucoup d'argent avec. Et c'est précisément ce qu'il faisait. Il envoyait des informations personnalisées. J'ai toujours été un grand fan de ça et je trouve ça hyper intéressant de voir comment ça évolue. L'idée centrale à retenir, sans doute que la technologie donne plus de pouvoir et de souveraineté à l'individu. Il est donc de plus en plus difficile pour le gouvernement de contrôler les informations que vous recevez et comment vous gérez vos actifs. Mais c'est un sujet très complexe parce que dans certains domaines, le gouvernement a plus de pouvoir sur vous et dans d'autres, il en a moins. Et ça évolue hyper vite. Robert, pourrait-on dire que cette trajectoire nous rapproche du droit naturel, d'après lequel la souveraineté est inhérente à l'individu, selon lequel nos droits ne nous sont pas donnés par le gouvernement,
Ils nous sont en fait inhérents, naturellement. C'est compliqué parce que nous n'avons jamais connu un tel monde, non ? On a toujours eu besoin d'un gouvernement pour assurer le maintien de la paix, pour faire respecter le droit des contrats, les droits de propriété. Mais désormais, à l'ère numérique, la possibilité existe que l'on confie à des logiciels l'exercice de certaines de ces fonctions au moins. Michael, ouais, de plus en plus de choses se dématérialisent en logiciels et se déplacent dans le cyberespace. Le gouvernement semble rencontrer de plus en plus de difficultés à asseoir son contrôle sur toutes ces choses qui se déroulent virtuellement. On observe donc des gains d'autonomie, un empowerment significatif dans le domaine virtuel. Mais il y a plein d'autres choses qui se passent par ailleurs. Je conclurai ce passage en évoquant 2 dynamiques que j'ai pu observer à plusieurs reprises dans le domaine de la technologie. Au MIT, j'ai étudié l'histoire des sciences, la structure des révolutions scientifiques et j'ai étudié tous les différents types de diffusion des technologies. Certaines choses ressortent. Souvent, on observe une courbe en S où ça démarre lentement et puis ça s'accélère jusqu'à atteindre des rendements décroissants. Et puis tout d'un coup, la technologie n'est plus intéressante. C'est souvent ce que l'on observe. Mais une des leçons de l'histoire est qu'il est très difficile de déterminer où la courbe commence, qu'il est difficile de l'arrêter une fois lancée, mais qu'il est bien plus aisé d'investir dessus et de prévoir son évolution une fois qu'elle a commencé. Parce qu'avant qu'elle ne commence, les gens vont dire « l'année prochaine, ce produit sera commercialisé. » Ou bien dans 2, 5, 10 ans. On peut se tromper de 2 ans, on peut se louper de 100 ans. Vous vous rappelez des Google Glass ? L'ampleur phénoménale qu'elles allaient prendre ? Combien d'années se sont écoulées depuis leur sortie ? Et c'est pas encore pour l'année prochaine. La technologie échoue jusqu'à ce qu'elle réussisse. Voilà une autre tendance, un autre thème. Et donc, on voit régulièrement des gens s'exprimer à propos d'une technologie donnée en s'exclamant « Oh, ça ne marchera jamais, aucune chance, ça ne marchera jamais ». Eh bien, en 1902, soit juste un an avant que les frères Wright ne volent, si vous aviez demandé aux personnes les plus érudites de la planète, elles vous auraient donné 100 raisons pour lesquelles les avions n'allaient jamais voler, et elles vous auraient donné 100 exemples soutenant pourquoi ils ne volaient pas. Et elles vous auraient seriné à mort. Or, ce qui caractérise ces changements de paradigme, c'est que bien souvent, ce ne sont pas les personnes érudites qui sont à l'origine de l'avancée et de la percée technologique. Les avions n'ont pas été conçus par des professeurs d'aéronautique, d'astronautique, d'ingénierie, de dynamique des fluides et des mathématiques. Non, ces derniers ont tous échoué lamentablement. Les frères Wright étaient des mécaniciens de bicyclettes. Ils avaient un magasin de bicyclettes, c'était des bricoleurs. Et ce sont eux qui ont inauguré l'ère de l'aviation, à l'encontre de toutes les idées reçues. D'un autre côté, Léonard de Vinci a essayé de mettre au point son propre engin volant. Toutes les personnes brillantes depuis des centaines d'années ont essayé et ont échoué. Tous ont échoué. Et puis des gars de Dayton, dans l'Ohio, qui ont un magasin de bicyclettes, ont réussi. C'est comme ça que ça se passe. L'histoire de John Harrison, qui a inventé et découvert une méthode pour déterminer la longitude sur l'océan, est décrite dans le livre Longitude. Tout le monde savait comment trouver la latitude, c'était facile, c'était juste un calcul en relation avec la position de l'étoile polaire. En revanche, la longitude était très difficile à trouver parce que la Terre tourne sans arrêt et ça demande des calculs hyper compliqués. Ils ont soumis le problème à des professeurs newtoniens de Cambridge et d'Oxford, les mathématiciens et astronomes les plus calés du monde, mais aucun d'entre eux n'a pu le résoudre. Finalement, ils ont offert une récompense de 10 000 livres sterling pour la solution, et c'est John Harrison, qui n'était pas mathématicien mais horloger, qui l'a trouvé. Il a conçu une horloge précise qu'il a installée sur le bateau. Il l'a réglée sur l'observatoire de Greenwich, l'observatoire royal qui se trouve à Greenwich en Angleterre, d'où l'expression GMT, Greenwich Mean Time, temps moyen de Greenwich. L'heure GMT vient du fait que l'on descend la Tamise en passant devant l'observatoire royal de Greenwich, qu'on y règle son horloge sur celle de l'observatoire et qu'on a une autre horloge. Chaque jour à midi, si l'on se trouve dans les Caraïbes, on lève les yeux et on règle cette horloge. On soustrait l'heure de l'une de l'heure de l'autre,
On multiplie le résultat par 15 degrés et l'on obtient la longitude. Voilà la solution d'un bricoleur à ce problème que tout le monde imaginait résoudre au moyen de cartes stellaires, de tableaux et de mathématiques complexes. Et bien sûr, les capitaines de navires au beau milieu des Caraïbes ou pris dans une tempête sont pas en mesure de faire des mathématiques complexes, ils veulent juste rester en vie. L'histoire nous offre de nombreux exemples d'individus qui tentent de faire quelque chose et qu'ils découvrent accidentellement, comme la pénicilline, ou de ces découvertes faites par des bricoleurs et non pas par des érudits, et puis de tous ces professeurs qui s'en désintéressent, jurant que cela ne marchera jamais. Et la tendance, c'est soit le truc est rejeté, les gens n'aiment pas le changement, soit le truc ne sera adopté qu'une fois tout le monde décédé ou si une guerre survient. La guerre a le don de vous ouvrir l'esprit, car lorsque quelqu'un vous largue une bombe sur la tête et que vous brûlez ou criez, la douleur vous incite à adopter une attitude plus ouverte. Beaucoup de choses se sont donc produites après la Seconde Guerre mondiale et au cours de diverses guerres, et on peut les retracer à travers l'histoire de l'humanité. Cela accélère l'innovation. Le renouvellement des générations l'accélère aussi. Les gens persévèrent, continuent d'essayer. C'est pas parce que ça a échoué 1000 fois que ça réussira pas. Mais lorsque cela réussit, on ne peut plus l'arrêter pendant un bon moment. Cela nous amène à cette citation d'Arthur C. Clarke, presque emblématique de la technologie moderne. Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. Une belle citation, une citation que j'ai mise au dos de mon prospectus lorsque ma société a fait son entrée en bourse en 1998. J'y ai cru à l'époque. Et nous comptons aujourd'hui des milliers et des milliers d'exemples de choses magiques dans nos vies. Des choses littéralement magiques qui ne sont en réalité que des choses techniques. Il en a toujours été ainsi. Et pour un homme primitif, un fusil ou un avion semble magique. Et bien maintenant, nous commençons à avoir affaire à des technologies logicielles et numériques qui n'ont pas seulement l'air magique pour un homme primitif, elles vont l'être pour un homme moderne. Parce qu'elles deviennent vraiment magiques. Voilà, c'est la fin de l'épisode. Alors ouais, beaucoup de mémoires qui me reviennent à l'esprit aujourd'hui. Ces extraits choisis de notre histoire commune, toutes ces images tirées de romans de science-fiction, c'est impressionnant. On surprend à créer des connexions entre Bitcoin et des savoirs épars. On réactive des connaissances disséminées dans notre mémoire. Saylor en souligne tout le sens. Et notre réalisation du caractère unique de Bitcoin se renforce, tout comme notre conviction que sa réussite s'appuie sur des fondamentaux profonds. 2 mots sur ce thème qui s'impose dans cette grande saga de l'homme. Les êtres humains sont engagés dans une marche vers toujours plus de force, plus d'intelligence, plus de rapidité et plus de puissance. Voilà, comme ça c'est dit, c'est clair. Non pas que ça fasse franchement débat, on est bien sur des tendances lourdes. C'est pas très woke dans l'ensemble. Et d'ailleurs, si ça peut paraître lourd et brutal, c'est aussi de l'ordre du transcendant. Faut rester en mouvement, faut se dépasser tout le temps. Et puis, qui dit que cette logique darwinienne implacable nous détourne fondamentalement d'une trajectoire vers plus de sobriété, d'inclusion, d'équité et de compassion. Même si, c'est vrai, faut le reconnaître, ça renvoie pas tout à fait les mêmes vibes de premier abord, hein. En ce qui me concerne, j'en suis 100% convaincu, les progrès technologiques, les gains de productivité et le développement économique qui en découlent libèrent le temps et l'énergie dont on a besoin pour grandir individuellement et collectivement. D'autant plus facilement, bien sûr, qu'on utilise une monnaie dure. Et à mesure qu'on upgrade nos systèmes de valeurs en les incarnant pleinement, eh bien naturellement, on nourrit des aspirations qui convergent vers ces mêmes idéaux de développement durable. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de rupture majeure. On parle d'une évolution authentique, quasi organique, solide, pas ce truc de façade obtenu sous l'effet de la contrainte. Notre atout, notre force, nous rappelle Saylor, ce sont ces bricoleurs. Le monde en regorge et ils tentent, ils persévèrent et retentent encore. Dans l'histoire, on leur doit beaucoup, presque tout, à ces inventeurs dans leurs ateliers, artisans concepteurs de bicyclettes, bidouilleurs d'ordinateurs. Tu vois, cette solution pratico-pratique de l'horloger à ce problème mathématique insoluble de la longitude, elle me fait penser à l'assemblage génial de briques et de brocs que Satoshi a trouvé comme solution au problème des généraux byzantins.
Pas orthodoxe pour un sou, mais quelle créativité, quel pragmatisme. Donc pas perdre de vue la probabilité garantie de nouveaux éclairs de génie qui changent tout et nous font entrer dans un monde nouveau que les gardiens de la science vieillissants sont employés à dénigrer. De l'énergie. Saylor nous le rappelle, il y en a beaucoup plus que celle à laquelle on a accès aujourd'hui. On le sait, on a tellement à apprendre encore. Et sans cesse, des gens brillants s'efforcent de comprendre d'où provient l'énergie, à puiser dans de nouveaux gisements. Et ils vont continuer à nous surprendre. Ce sera magique, incroyable. À propos de magie, d'ailleurs, c'est fou à quel point on est scotché par les avancées récentes en matière d'IA. Tous les 2 mois, pratiquement, je me prends une nouvelle claque, une sensation de vertige face à l'accélération de l'innovation. On peine presque à les intégrer. J'imagine que pour beaucoup de personnes, notamment les plus âgées, c'est juste incroyable, littéralement. C'est-à-dire inconcevable, impossible à intégrer. Bon, il y aurait 1000 choses à ajouter à propos de la sécurité de Bitcoin et de la façon assez géniale dont Saylor nous en communique l'importance capitale. Ça passe par les super-héros de Martin et la domination sans partage de ceux dotés de pouvoirs défensifs, les indestructibles, les immortels, les antifragiles, ceux capables d'absorber les pouvoirs des autres, les intégrer sur d'autres couches. Ça passe aussi par l'intrigue de ce roman de science-fiction, une lutte pour la liberté, ce puits de gravité à surmonter, des rochers qu'on y catapulte comme des balles en mousse et qui atteignent l'écorce terrestre avec la puissance d'une ogive nucléaire. Cette asymétrie qui donne l'avantage à l'occupant du terrain le plus élevé, on la retrouve dans la cryptographie du Bitcoin qui confère une puissance défensive quasi illimitée à tous ceux qui placent leur capital sur la chaîne et conservent leurs clés privées. Je m'arrête là parce qu'il faut bien s'arrêter à un moment donné, mais t'es sans doute comme moi, le gars Saylor, il nous inspire, il nous enchante tout en nous rappelant les dures lois du vivant. C'est pas un truc de bisounours, non. Et cette émergence de l'homme au fil des âges, depuis la maîtrise du feu jusqu'à la découverte du Bitcoin, c'est vraiment miraculeux. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de la saga. Like, retweet, abonne-toi à la chaîne. N'hésite pas à me laisser un commentaire pour partager tes réactions, d'éventuelles suggestions. Je te souhaite une excellente journée, une très bonne soirée. Ciao.